Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus et de nous avoir rejoints ce matin pour cette dernière journée du festival Building Beyond sur le futur des métiers de la ville. Vous êtes ici à Léonard Paris. Léonard Paris, un lieu qui regroupe tous les profils aussi divers et variés des acteurs de la ville de demain, en vue d'apporter les innovations nécessaires à répondre aux défis qui sont posés pour demain. Dans le cadre de Building Beyond, on a abordé un certain nombre de sujets sur les métiers du futur de la ville. Et en commençant hier matin sur les sujets plus technologiques, on va aujourd'hui parler de comment on fait une ville de données. Tout en sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on en parlera, on utilise plutôt la donnée pour faire la ville que faire une ville de données, mais on va essayer de se projeter aussi sur comment est-ce que demain on pourrait faire une ville de données, et puis qu'est-ce qu'une ville de données. Alors, pour faire ça, pour pousser cette réflexion, on a un panel de qualité en la présence de Stanislas Sayou, architecte et data scientist chez Spacemaker AI, Laurent Papiernik, directeur data et smart city chez SNCF Gare et Connexion, Diego Harari, directeur de l'innovation et du développement durable chez Vinci Immobilier, et Marie-Claire Coin, directrice de Convergence BIM chez Vinci. Alors, pour ceux à qui ces fonctions et ces périmètres parlent, vous pourrez constater, et ce sera l'intérêt, je pense, vraiment de notre échange dans cette table ronde, que tous les regards de la promotion immobilière et du développement des projets dans la ville jusqu'à l'exploitation des différentes infrastructures de la ville sont présents autour de cette table ronde. Et donc, on va essayer de bénéficier de cette richesse de points de vue. Alors, je vais me joindre à vous pour commencer cette table ronde, peut-être dans un premier temps, tout simplement sur cette problématique et ce sujet des métiers de la ville de données demain. En vous posant cette question, peut-être du coup en commençant par vous, Stanislas Sayou, de comment on fait une ville de données et à quel métier ça correspond demain sous l'angle de la conception, du coup. Oui, le micro marche, parfait. Merci beaucoup Quentin pour la question et pour votre accueil aujourd'hui. Donc comment fait-on une ville de données? Je veux juste cadrer ma réponse pour être pertinent et pour que les gens qui nous regardent comprennent pourquoi je dis ce que je dis. À nouveau, on est dans une industrie où on est en trois phases. On conçoit, on construit, on opère. La part dans laquelle je m'inscris, où Spacemaker s'inscrit, l'entreprise technologique pour laquelle je travaille s'inscrit, c'est celle bien sûr de la conception. Et donc, comment est-ce qu'on construit une ville de données? Le facteur, c'est qu'on a toujours su comment concevoir des villes. En revanche, le facteur données est nouveau. Le travail qu'on fait nous chez Spacemaker, que je fais personnellement dans ma recherche, c'est de prendre ces données et d'utiliser le dernier grand paradigme technologique qui est l'intelligence artificielle pour informer la conception des villes et informer la création de nouvelles formes. Ce qui est passionnant, c'est que en réalité, on assiste aujourd'hui à une sorte de saut quantique. L'intelligence artificielle pour la conception dans notre domaine, la conception des villes, la conception architecturale et à l'échelle urbaine, c'est l'opportunité d'appliquer des méthodes de modélisation statistique à la conception. C'est un gros mot, ce concept de modélisation statistique. Ça veut simplement dire prendre une machine, lui montrer des milliers, des millions d'observations et espérer que la machine déduise les grands sous-jacents, les grandes propriétés, grandes caractéristiques des différentes échelles du bâti. On peut lui montrer des plans de ville, on peut lui montrer des plans de bâtiments, des plans d'aménagement intérieur. Et soudainement, par l'observation répétée de ces données, l'IA, ces modèles d'IA peuvent déduire une forme de compréhension, une forme d'intuition, et en retour nous offrir des outils qui nous assistent. Donc le mot, bien sûr, qu'on retient quand on parle d'IA en conception, c'est la notion d'assistance. Ce que fait Spacemaker, ce que font aussi certains de nos concurrents, et ce qui est en ce moment à l'état de recherche dans beaucoup d'institutions académiques, c'est le fait d'entraîner des modèles, ça veut dire de les éduquer aux questions urbaines pour que ces modèles, ces algorithmes, en retour, nous aident au moment de la conception. Et quand je dis nous aident, je finis peut-être ma réponse, soyons concret, c'est-à-dire que l'IA en conception, c'est une démarche ouverte, c'est une démarche qui propose d'offrir plein d'options de design, plein de potentielles réponses à des contraintes qui se présenteraient aux concepteurs. C'est en ça l'inverse d'une démarche qui est celle peut-être dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, qui est le paramétrisme, qui est une démarche technologique qui vise un peu à optimiser un jeu de critères et qui
de façon un peu darwiniste, nous amène à la meilleure option possible. Cette méthode est beaucoup utilisée dans les cabinets d'ingénierie, par exemple. L'IA prend le contre-pied et avec la méthode statistique permet de faire exploser le champ des possibles. Et pour un jeu de contraintes données qui se présente aux concepteurs des villes, eh bien, on arrose la conception de centaines, de milliers d'options possibles, que bien sûr on classe et on agence pour permettre aux concepteurs de choisir. Et donc, concevoir des villes avec de l'IA, c'est utiliser les données pour créer ces modèles, les entraîner, qui ensuite, en retour, nous offrent des milliers d'options pour nourrir, alimenter la conception. Une toute nouvelle approche donc. Et est-ce que Laurent Papiernik, il en va de même pour vous dans les gares, en particulier sur les métiers d'exploitation? Voilà. D'abord, oui, donc moi je représente ici SNCF Gare et Connexion, c'est la filiale du groupe SNCF qui construit et qui exploite les gares. En ce sens, on est un regroupement unique d'exploitants de bâtiments, mais qui va de la conception, puisqu'on a une filiale qui s'appelle AREP, qui est le plus gros cabinet d'architecture de France, qui design les bâtiments. On a aussi un design lab chez AREP qui fait le mobilier. Et évidemment, nous, on construit ces immeubles, on les exploite et on les fait vivre en les livrant aptes à recevoir le public qui veut prendre le train ou qui veut se diriger vers les commerces. En ce sens, les métiers, nos métiers de la ville des données, c'est une superposition d'architectes, d'urbanistes, de designers, de gestionnaires de flux, d'artistes et de contacts avec les gouvernements. Et ça, dans le monde réel du bâtiment et dans le monde digital. Puisqu'on a on a des urbanistes digitaux, des architectes digitaux qui construisent un peu la même chose. On simule les flux, j'y reviendrai. On simule les flux pour vérifier que les écoulements se passent bien, on supervise les gares, etc. Donc en fait, on est à la fois dans ces métiers digitaux, dans ces métiers dans le digital et dans le brick and mortar. Ensuite, quel métier, quelles compétences doivent avoir ces gens? Quelle expérience? Ben, évidemment, c'est l'élaboration, la gestion des bâtiments, mais c'est aussi, puisque la SNCF, sa promesse, c'est de transporter les gens avec un impact carbone faible, c'est la volonté de construire ces bâtiments numériquement et physiquement avec peu de carbone. Et donc, réutiliser, utiliser des matériaux peu émetteurs et rester frugaux. Donc, on essaie de faire des solutions frugales tant sur la partie brick and mortar que la partie digitale. Merci beaucoup. Donc des métiers qui évoluent aussi un peu dans cette même continuité avec chaque métier qui s'empare de ces sujets des données au final. Est-ce que il en va de même dans l'immobilier, dans le développement en particulier, Diego Harari? Et puis, c'est quoi les usages de la ville de données de demain pour vous d'un point de vue promotion immobilière? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais me concentrer sur deux parties de notre chaîne de valeur parce que je pense que le reste est largement représenté ici de façon plus pointue que moi. Donc, je vais parler un petit peu du développement foncier. Donc, la recherche de la matière première qui nous permet à tous de bosser, c'est le terrain où on va construire finalement la ville. Et je parlerai à un moment aussi de la commercialisation. Sur le développement foncier, avant cette utilisation du digital pour fabriquer la ville dont on parle là tous, essentiellement, c'est des bonhommes au volant d'une bagnole qui se promènent et qui cherchent des dents creuses. Donc, on n'est vraiment pas dans le digital. Et aujourd'hui, avec ces couches de données, en prenant à la fois des jeux de données en open data, des données qui ne sont pas numérisées, mais qu'on va numériser, soit par des tech providers externes, soit en interne, et derrière, en mettant des outils de data analyse, etc., on peut identifier des opportunités foncières, des terrains constructibles, là où avant il fallait le faire, je dirais, relativement à la mano, quoi. Et ça va complètement changer le process de promotion, parce que là où on avait une capacité à identifier un certain volume de terrain, mais assez bien qualifié, donc avec un tunnel de transformation derrière assez bon, là on va massifier de façon énorme en entrée, ce qu'on va même commencer à appeler des leads fonciers. Donc on voit qu'on rentre aussi dans un vocabulaire du monde digital. Et derrière, on va appliquer à ça des process digitaux de transformation de leads. Et donc, on transforme complètement le process. Et aujourd'hui, on a, nous, des analyses de données foncières chez Vinci Immobilier. Donc, c'est complètement nouveau. Ça n'existait pas. Et derrière, on a des process de transformation avec des métiers qui aussi étaient complètement en dehors du scope du développement, comme on a un call center aujourd'hui pour faire de la transfo de leads en développement foncier. Donc, on voit qu'on se rapproche des métiers en fait, du marketing digital, ou dans le B2C, on était déjà vachement digitaux, pour faire du développement foncier, qui était un métier encore
archi 100% brick and mortar il y a 24 mois, quoi. Donc là, on a une transformation complète de nos métiers où finalement toute cette machine digitale va générer des leads fonciers qualifiés qui, eux, vont partir derrière vers un développeur foncier traditionnel qui utilise son savoir-faire de négociateur, qui connaît la mairie, qui fait voilà, tout ce travail humain et tout ce travail expert qui demeure, mais qui est nourri par une machine digitale en amont. Donc ça, c'est une transformation profonde. On le fait à la fois en interne de nos métiers et on l'utilise aussi pour créer des nouveaux métiers. Et on a un petit spin-off qui est d'ailleurs ici dans les étages, qui s'appelle CityNew, qui va utiliser ces méthodes-là pour faire des petites disruptions dans le sujet. Pour parler un tout petit peu de la commercialisation, là aussi on a une transformation, alors qu'elle, pour le coup, est beaucoup plus ancienne, justement de digitalisation de la commercialisation. Tous les secteurs ont vécu une énorme révolution numérique dans la commercialisation. Alors avec un peu de retard quand même dans l'immobilier, faut le dire, on n'a pas encore l'UX d'Amazon dans le monde de la promotion immobilière, mais c'est quand même le mouvement de fond. Et nos clients sont maintenant tellement habitués à être servis d'une super expérience client, tous secteurs confondus, qu'ils ont du mal à comprendre que quand ils vont acheter le bien de consommation le plus cher de leur vie, sur en plus une expérience client qui est très longue, de ne pas être servi d'une expérience qui soit aussi bonne que quand ils vont acheter un truc à 2 balles sur Amazon. Donc là, il y a une course en avant de transformation de cette UX qui va générer l'émergence en puissance de tout un tas de nouveaux métiers. Je vais prendre juste un exemple. Une des façons de transformer le plus radicalement cette expérience client, c'est la personnalisation. Et on travaille par exemple chez Vinci Immobilier avec une startup qui s'appelle Abix, qui va utiliser encore une fois un certain nombre d'outils tech, notamment du generative design, pour générer en profondeur des possibilités d'agencement, c'est-à-dire des catalogues de plans. Là où traditionnellement, on a une opération immobilière de 100 logements, vous avez 100 plans et vous allez choisir le logement qui vous intéresse. On va être capable, avec ces outils, de générer des milliers et des milliers de plans. Ça va complètement inverser l'UX. Donc, au lieu de choisir le lot qui vous intéresse, vous allez demander, vous allez exprimer votre besoin, dans quoi vous voulez vivre, et on va vous trouver quelque chose dans cette profondeur de catalogue. Et donc, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de sur mesure. Et c'est quasi le cas. Et donc, il y a une transformation très profonde de l'UX. Ça change des process chez nous. Ça génère des nouveaux métiers qui sont plutôt externalisés parce que la tech est un peu complexe. Mais vraiment, ça change pas mal l'UX. Donc, finalement, pour les mêmes mètres carrés, on sert plus de valeur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être, du coup, pour terminer, Marie-Claire Coin, vous êtes quasiment à la manœuvre, en fait, sur ces sujets-là. Le micro marche pas? C'est bon? Ouais. Vous êtes à la manœuvre sur ces sujets-là. C'est vous qui préparez le terrain, au final, là-dessus, en particulier sur la construction, mais pas que, en rassemblant toute l'information nécessaire dans le BIM. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la faire, cette ville de données de demain? Pour vous, c'est quoi une ville de données? Et quel métier ça représente dans vos projets? En fait, dans l'introduction, la clé est là. Moi, je ne parle pas de données, mais d'informations. La donnée, je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà. Et donc, moi, je viens du BIM, et le BIM, ça veut dire B, le building, ça veut dire l'environnement bâti. Donc, on est bien sur le territoire et la ville. Et le I veut dire information modélisée. Donc, en fait, l'information, ça se qualifie, ça se structure, et c'est une réponse à une question. Ce n'est pas de la donnée qui flotte de je ne sais où. Donc, nous, ce qu'on délivre dans le BIM, c'est une réponse à une exigence. C'est un ensemble d'informations qui répondent à des fonctions. Voilà. Et comme on est des constructeurs, on a des réponses organiques à des questions fonctionnelles. Et donc, c'est bien ces informations-là qu'on va délivrer dans le BIM. Alors pour ça, on utilise la maquette numérique, mais pas que. Et donc la maquette numérique, tout le monde sait, mais je le rappelle, que c'est une représentation numérique, souvent tridimensionnelle, qui porte les caractéristiques physiques de l'ouvrage. Le physique, c'est pas que la géométrie, hein. On l'aura compris, ça sous-entend tout un tas d'autres notions derrière. Et pour arriver sur cette ville de données, on est obligé de passer par des stades de transformation qui sont plus du domaine de mes co-religionnaires de la démonstration de ce matin, qui sont, on va passer de la maquette au jumeau, voilà, tout simplement. Et le jumeau, c'est finalement, c'est le comportement des ouvrages, c'est la représentation de l'ouvrage tel qu'il va fonctionner. Mais ça, c'est plus le BIM. C'est quelque part un stade d'après dont vous devez vous en emparer. Et quand je prends ces ensembles de jumeaux numériques et que je les mets sur un territoire, par un SIG par exemple, qui est une représentation territoriale, d'arrive finalement un système de plateforme sur lequel vous allez pouvoir délivrer des services. Mais c'est plus mon métier. Mon métier à moi, il est bien de délivrer de l'information structurée qui correspond à l'ouvrage mis en œuvre par rapport à des fonctions qui nous ont été demandées.
Donc, on voit bien là que toute cette chaîne de métiers, chacun opère avec son imagination, son innovation. Moi, je ne fais pas de l'innovation, je construis. Diego innove et réfléchit aux problèmes de demain pour nous faire aujourd'hui arriver sur des ensembles plus territoriaux. Donc, encore une fois, la donnée pour nous, constructeurs, ça ne veut rien dire. On ne manipule que de l'information qualifiée et structurée. Donc, il y a encore un chemin à parcourir avant d'arriver... Considérable. Avant d'arriver à avoir l'outil du coup pour construire cette ville de données. On est dans un chemin depuis la maquette au jumeau, le jumeau sur son territoire, le territoire sur une plateforme. Je viens de vous dessiner le grand chemin qui est le nôtre. Et pour l'instant, nous, constructeurs, on est sur le BIM. Merci beaucoup pour tous ces retours sur la manière dont les métiers, de ce que ça a comme impact et ce que ça implique en termes de métiers. Maintenant, on va se prêter à l'exercice quand même de se dire qu'on va réussir à faire ces villes de données et se plonger dans les usages et le potentiel d'usage que ça va avoir. Alors, Stanislas Chailloux, vous nous avez parlé des concepteurs appuyés par ces outils d'intelligence artificielle qui s'appuient eux-mêmes sur la donnée. Qu'est-ce que ça peut donner dans une ville de données en termes d'usage demain? Qu'est-ce que le concepteur va pouvoir concevoir? Oui, justement, c'est exactement la question qu'il faut poser parce que quand on aborde la question technologique, souvent il y a un peu un tropisme chez les gens qui font de la tech, c'est de vouloir définir le sujet qu'ils étudient à l'aune de leurs outils. Donc ça voudrait dire prendre l'IA et définir qu'est-ce qui dans la construction et dans la conception ressemble à l'IA. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut s'intéresser à notre industrie, les usages, et il faut regarder les enjeux de la conception aujourd'hui dans notre industrie. Les enjeux, ils sont multiples. L'écologie, l'évolution des modes de vie, la densification urbaine. Ça, ce sont des enjeux. Et c'est seulement en les regardant qu'on peut ensuite se retourner vers l'IA et regarder que peut faire l'IA pour nous. Donc, par exemple, ces 3 enjeux que j'ai donnés: changement des modes de vie, densification, enjeux écologiques. In fine, quand on aborde la conception des villes, ces trois grands sujets mettent sous pression la conception. Il y a un enjeu de résolution géométrique quand on conçoit une ville, un enjeu de performance. Ces formes ont des performances. Il faut simuler ces performances. Et enfin, ces formes accueillent des usages. On ne peut pas plaquer n'importe quelle forme sur n'importe quel mode de vie. Une forme implique un mode de vie et il faut qu'en tant qu'architecte, on s'assure que ces usages, ces modes de vie vont être bénéfiques, vont effectivement être désirables pour les gens qui vont habiter là. Donc sur les 2 premiers points, la résolution géométrique et la simulation des performances, l'IA peut énormément en fait. Et je reviens à la démarche ouverte de tout à l'heure, qui était celle de dire, plutôt que d'essayer dans un premier temps de vouloir automatiser la conception et donc de pousser la forme à être uniquement performante et de façon un peu darwiniste d'essayer d'optimiser jusqu'au dernier point, au dernier paramètre et d'obtenir la forme ultime. Ce que l'IA essaie de faire, c'est simplement à nouveau d'assister en irriguant la conception de plein d'options, d'assister le designer pour lui donner la possibilité de trouver des solutions nouvelles, parce que devant ces 3 enjeux qu'on a évoqués, densification, changement des modes de vie, enjeux écologiques, l'enjeu c'est de trouver des nouvelles formes. Si l'optimisation peut nous permettre d'optimiser, de pousser la performance des formes passées, l'IA, elle, nous permet de faire une sorte de saut quantique et d'offrir de nouvelles options, de nouvelles choses, de nouvelles formes. Et c'est ce qu'il nous faut. Devant les 3 enjeux que j'ai évoqués, il va nous falloir inventer de nouvelles formes qui impliquent de nouveaux usages pour être au niveau des enjeux qui s'imposent à nous. L'IA le fait très bien, parce qu'à nouveau, comme c'est une démarche plus ouverte, qui offre des options, c'est une démarche d'assistance et qui vient se placer un peu sur l'épaule. Chez Spacemaker, c'est un peu l'expression qu'on a. On se place sur l'épaule du designer, on ne cherche pas à se placer dans sa machine directement, on l'assiste, on conseille, et donc on aide pas à pas lors du processus de conception, on l'aide à trouver ces nouvelles formes, ces nouvelles solutions qui vont répondre aux nouveaux enjeux. Donc vraiment une transformation au-delà même de l'optimisation et des enjeux très concrets, densification, écologie, éloignés au final de la donnée en elle-même qui est qu'un outil dans cette démarche. Est-ce que c'est le même constat que vous faites, Laurent Papiernik, dans vos métiers, votre activité, et qu'est-ce que ça va permettre en termes d'usage et de service demain de se projeter dans cette ville de données? Alors, la ville de données, c'est d'abord une ville qui est capable de s'ausculter, de se réparer, de se sentir, de s'organiser. Donc, on développe des applications de ce côté-là.
c'est ensuite une ville sur laquelle on va pouvoir fabriquer des services aux citoyens, donc pour nous c'est les voyageurs, qui va permettre, enfin, fabriquer facilement des services, les modifier, avoir un time to market le plus rapide possible. Tout ça c'est possible grâce au digital, je reviendrai dessus. Et puis c'est enfin une ville qui est complètement adaptée à la circulation qu'il y a dedans. Donc dans nos gares, finalement la gare, ça n'est que du flux, c'est des gens qui prennent le train ou qui sortent du train ou qui changent de train. Et la base de la fonction de la gare, c'est la commutation finalement entre le train et le reste. Et donc, il faut complètement optimiser ces flux-là. Et sur chacun de ces éléments-là, on est armé avec la ville de données. Donc, la ville qui s'ausculte, c'est ce qu'on est donc, la ville, pour nous, c'est la gare. Hein, je reviendrai là-dessus à la fin. On n'a qu'un petit morceau de la ville, nous, on a la gare. Donc, c'est la gare qui s'ausculte, qui est capable de remonter en temps réel l'intégralité de l'état de ces équipements, c'est-à-dire escalators, ascenseurs, parce qu'on a, nous, des pompes de relevage qui sont placées dans les souterrains, mais qui sont importantes, puisque quand il pleut, il faut que ça fonctionne. Donc la gare, elle remonte son état, et on peut déclencher des actions de maintenance et de réparation. Ça, c'est capital pour nous. Ensuite, on peut aussi aller un peu plus loin, et avec ces données, tenter d'anticiper les pannes. Donc ce sont des programmes de maintenance prédictive que nous, on avait essayé de faire, d'ailleurs, avec vos collègues de Léonard, ils étaient dans des projets analogues, dans le concours, enfin l'appel à projet Data City de la ville de Paris. On avait tenté d'automatiser un escalateur d'automatiser, de recueillir ces paramètres vitaux pour en prédire les pannes. L'idée, c'était non seulement de faire de l'IA, c'est-à-dire une espèce de traitement agnostique, massif, statistique, mais aussi d'y intégrer le savoir-faire des mainteneurs qui, eux, sont n'ont pas besoin d'un modèle statistique. Ils savent en 3 secondes pourquoi tel bruit est présent et qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, c'est une ville qui s'ausculte et qui se répare grâce à la donnée. Ensuite, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de se dire, mais c'est dommage d'avoir des informations sur les flux, des informations sur l'état de fonctionnement de tel ou tel équipement et de ne pas le partager. Le partager à des systèmes qui vont faire que la gare va pouvoir fonctionner mieux elle-même. Et c'est là qu'on est en train de développer ce qu'on appelle, nous, un operating system de gare, c'est-à-dire qu'on capte tout, on est capable de lire le fonctionnement d'un équipement, on est capable de lui ordonner certaines actions sur les escalators, par exemple, sur des afficheurs. Et à ce moment-là, ce qu'on voudrait, ce serait pouvoir là-dessus construire des services par un assemblage logiciel de ces interfaces, exactement comme dans un smartphone, où on programme l'écran, le micro, la caméra, par ces couches logicielles. Donc, ceci, on est en train de le mettre en œuvre, par exemple, pour mesurer le temps d'attente des taxis et des voyageurs, présenter ça sur notre operating system et déclencher des actions d'affichage. Donc, c'est pour nous une voie de programmer la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la ville de données? Eh ben, on s'en sert maintenant pour agir maintenant, pour indiquer des choses maintenant aux citoyens, aux habitants de la ville qu'il faut agir ou déclencher ou avancer. Et puis enfin, toujours le flux, c'est très important. Avec cette ville de données, on simule nos gares. Donc, on a des outils de simulation de flux qui permettent de prédire le bon comportement des volumes offerts à la circulation. Est-ce qu'on peut vider un train suffisamment vite? Est-ce que les gens vont circuler à tel et tel endroit? Donc, on a des modèles que nous, on arrive, donc c'est une très grande force d'arrêt, à reconfigurer, à recalibrer en permanence, puisqu'on a en permanence du flux mesuré. Et ça permet donc d'optimiser encore mieux cette ville de données, de livrer des ouvrages qui sont encore plus adaptés. Donc, un des excellents exemples de ça, c'est la rampe à la gare de Lyon, où passer de l'étage inférieur à l'étage supérieur par soit une rampe mécanique, soit une rampe piétonne et 2 escalators pour descendre. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'optimisation issue de ces outils de simulation. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous pratiquez déjà et je trouve ça, vous le disiez Diego Harari tout à l'heure en parlant de lead et du vocabulaire, en fait en parlant d'operating system, vous allez encore plus loin, un système d'exploitation et effectivement la ville de données, pour vous, ça devient une réalité et de nombreux usages et services. Peut-être dans le prolongement, Diego Harari, vous, dans les projets de quartier et de logement ou tous les projets immobiliers que vous menez, est-ce que vous voyez des usages et transformations similaires se développer ou vous anticipez ces changements? Je vais répondre, mais d'abord, je fais un petit clin d'œil à Laurent parce que je ne savais pas que Gare et Connexion travaillait là-dessus. Nous aussi, on fait ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System. Alors évidemment, pas sur des gares, sur plutôt du tertiaire. Mais bon, c'est des démarches encore relativement pilotes à ce stade.
mais c'est des réflexions qu'on a. Mais effectivement, je vais répondre plutôt dans un autre champ pour pas répéter ce qui a déjà été dit. D'abord, je vais catégoriser ma réponse en deux. Il y a ce qui est le market pool, c'est-à-dire notre ville, nos usages, etc. évoluent et on répond avec des choses plus ou moins digitales à des évolutions qui peuvent être digitales dans la naissance. Et après, il y a le market push. On a des nouvelles technos, on a des nouveaux outils digitaux et donc on va apporter des nouveaux services, de la nouvelle valeur. Sur le market pool, ou qui est pour nous peut-être, promoteurs immobiliers, l'essentiel du driver de la transformation dans ce champ-là par rapport à la question de Quentin, je vais donner un ou deux exemples. Le digital notamment, pas que, mais beaucoup le digital, a généré le développement du e-commerce. Ça, c'est un usage qui est transformatif dans nos vies à tous. On se fait livrer maintenant des quantités complètement délirantes par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans. Et notre infrastructure immobilière n'est pas forcément très adaptée à ça. Alors, on se retrouve à aller dans des points relais, je sais pas où, faire la queue à la poste, galérer un peu pour être là à l'heure de la livraison. Typiquement, là, nous, en tant que promoteur immobilier, on va essayer de délivrer des nouvelles infrastructures qui répondent à ces changements d'usage, et notamment, par exemple, avec ce qu'on appelle des boîtes à colis connectées, où le livreur il peut déposer son colis, ça envoie une alerte au client, qui plus tard, quand il rentre tranquillement chez lui à l'heure de son choix, pourra aller avec un petit code récupérer ses courses Amazon ou Dieu sait quoi. Donc voilà, ça c'est un changement finalement qu'un petit objet connecté, on n'est pas dans l'IA ou la grosse tech, le boss ou quoi, mais par contre qui apporte une valeur servicielle pas négligeable à nos clients. Donc on est en train de tester ça sur un certain nombre d'opérations. Un autre exemple, assez indirect, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi comment le digital parfois fait plein de rebonds pour arriver dans le brick and mortar à la fin. On voit le développement aujourd'hui d'une culture dans laquelle la notion de propriété change. On est moins des consommateurs où absolument il faut être propriétaire d'un produit pour l'utiliser. On l'a vu avec la bagnole maintenant depuis un certain temps, le vélo, etc. Je suis venu en Vélib aujourd'hui. Et ça arrive de plus en plus dans l'immobilier. Il y a le coworking d'un côté, il y a le co-living de l'autre. Et ça, quelque part, nous, on va faire maintenant des produits immobiliers. On a une marque chez Vinci Immobilier qui s'appelle Bicube, qui est du co-living. Rien de connecté ou d'IA ou quoi dedans. Par contre, c'est un produit immobilier complètement tiré par une évolution digitale de la société. Voilà, c'est-à-dire que cette culture-là, elle s'est quand même créée aussi à l'aune des réseaux sociaux, à l'aune d'un certain nombre de changements culturels qui ont été catalysés par le digital. Donc ça, c'est pour le market pool. Sur le market push, et pour revenir dans une logique plus technology driven, je vais donner un exemple, mais on pourra en citer 50. On travaille avec une petite startup dans laquelle on investit qui s'appelle SmartHab, qui donc fait du smart home, comme son nom l'indique presque. Et quelque part, on va donc connecter un certain nombre d'objets immobiliers. Hein, c'est notre fonction à nous. Nous, on n'est pas là pour mettre des enceintes connectées dans des logements ou Dieu sait quoi. Mais si vous voulez connecter le moteur de votre volet roulant, vous allez avoir du mal à acheter ça dans le retail derrière parce qu'il faut ouvrir le caisson. Enfin voilà, donc c'est un truc vraiment immobilier. Donc une fois qu'on connecte un certain nombre d'objets de la maison, on a cette infrastructure connectée, qui est déjà bon et pilotable. C'est sympa de faire joujou avec son smartphone, mais surtout qui devient un support de service. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez la connecter avec d'autres choses qui sont peut-être plus des objets justement de grande distribution, et vous avez un ensemble dont finalement les fonctions de base de votre maison ne sont pas absentes, qui va vous permettre de délivrer de l'intelligence, des services, des choses que ce soit sur la maintenance, mais plein de choses aussi pour les seniors. On peut voir plein d'idées. Enfin, là, ça devient le boss de la maison, hein, quelque part. C'est-à-dire que le champ des possibles s'ouvre beaucoup. Voilà, donc deux approches, market pool, market push. Merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de services qui vont être rendus possibles dans cette ville de données, mais qu'en fait, au-delà de ça, c'est même un sujet qui permet d'en imaginer des nouveaux et qui en fait concevoir des nouveaux au-delà d'en débloquer. Et tous ces nouveaux services, ces nouveaux usages, il va falloir les rendre possibles dans la conception et la construction des infrastructures qui vont les accueillir. Comment est-ce que vous envisagez, Marie-Claire Coin, la transformation de votre activité et de la construction à l'aune de ces changements pour les infrastructures ?
Alors, je vais vous citer des exemples concrets, mais à la fin, je vais juste commencer par quelque chose d'un peu plus large. Je voulais mettre le doigt sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parlait de la ville, il y a quelques années derrière, quelques décennies, on était sur les fonctions de la ville, les attendus, etc. Et qui est une vision macro de la ville. Et là, on arrive sur des usages qui est une vision micro de la ville. Comment moi, ma petite expérience utilisateur dans ce grand ensemble. Et ce qui permet ça aujourd'hui, c'est bien les ensembles d'informations qu'on délivre. En fait, on sait les mettre en abstract sur des visions systèmes qui sont les énergies, l'eau, l'air, les flux, à des visions complètement micro, la couleur de la peinture de ma salle de bain. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que permet le numérique, en fait. Il permet des plongées et des zooms sur des niveaux d'information pour arriver à délivrer ce qui est attendu. Et donc, c'est ces dimensions-là qu'on apprend à manipuler dans nos métiers, avec bonheur, parce qu'effectivement, ça ouvre d'autres perspectives qu'on n'avait absolument pas imaginées. Si on prend l'exemple des visions systèmes pour délivrer par exemple, on a ici un bureau d'études qui s'appelle Résalliance, qui est hébergé ici, qui joue exactement sur ce terrain de jeu. Donc, j'aurais aimé les voir là, donc je vais porter leur voix. Aujourd'hui, ils utilisent tous ces systèmes d'information pour faire du prédictif climatique. Et donc, on voit bien que c'est bien en cumulant la physique de la ville, l'intérêt du building, le comportement de la maintenance, et demain, tous les données du sol, du climat, de l'air, pour arriver à faire des îlots de chaleur, des analyses de flux. Et ce vers quoi on se dirige à l'échelle macro de la ville, pour aller jusqu'au micro de mon immeuble, de l'orientation de ma fenêtre, aller plus au nord, plus au sud, etc. Donc, c'est ces usages-là qu'aujourd'hui, on est en train d'expérimenter, mais très concrètement. On a un autre exemple aussi sur tout ce qui est maintenance prédictive, où Vinci Facility, chez nous, héberge un certain nombre de pépites qui, sur ce sujet-là, sont extrêmement en avance de domaine, en avance de phase, jusqu'au boss qui est en train de se développer sur l'archipel. Donc, on voit que toutes ces dimensions, à la fois sur le bâtiment et sur le territoire, sont en train de se développer, sont en train de s'embraser de manière très, très opérationnelle, puisqu'on délivre aujourd'hui des cas d'usage. Mais je voulais souligner que l'usage, c'est très petit, et la fonction, c'est très grand, et on est en train de faire changer la dimension des villes avec l'outil numérique. Merci beaucoup. Alors, dans toutes ces transformations et ces nouveaux services, vous avez déjà pu mentionner, outre les nouveaux métiers, des nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a beaucoup été évoqué dans la table ronde d'hier matin, où on évoquait les nouveaux usages et la ville sous l'angle de l'exploitation des traces numériques individuelles des habitants, où là, forcément, aujourd'hui, c'est typiquement beaucoup d'acteurs de la tech qui se sont emparés de ces sujets et qui déploient des services. Comment est-ce que vous voyez ces rôles évoluer? Est-ce que tout ce dont on vient de discuter, est-ce que la ville de données, l'échiquier des acteurs de la ville de données aura évolué par rapport à la ville qu'on connaît aujourd'hui? Stanislas Chaillot. Donc à nouveau, moi je vais m'intéresser à la conception. Les autres phases sont très bien décrites, je suis sûr, par les membres du panel. Dans la conception, je pense qu'il y a une profonde révolution. C'est un mot malheureusement élimé et trop utilisé aujourd'hui, mais c'est vrai, il y a une profonde révolution des acteurs de la conception. Et plutôt que de vouloir faire une sorte de peinture exhaustive du tableau, j'ai juste m'intéressé à un phénomène qui est très clair, qu'on voit arriver, c'est évident, c'est l'arrivée le monde du numérique. Les grands acteurs de la tech sont en train de débouler dans notre monde. Alors, hier, ils nous offraient des logiciels. Progressivement, des logiciels, ils sont passés aux logiques de standardisation et même aux logiques modulaires. Et ils s'y mettent carrément. Un très bon exemple, c'est Katera. J'ai habité pendant 5 ans aux États-Unis, je suis rentré là il y a quelques mois, et voilà, là-bas, un acteur évident, à nouveau, c'est Katera, qui s'était mis à faire du logiciel, s'est mis à faire du modulaire, aujourd'hui développe ses propres projets. Donc on voit des gens qui sont passés simplement du provider de logiciels à en fait un concurrent potentiel pour des constructeurs. Donc certains grands, et ils peuvent le faire, dernier point peut-être là-dessus, ils peuvent le faire. Google l'a fait aussi avec le Sidewalk à Toronto. Donc Google, vous le savez, a développé toute une activité à Toronto en voulant designer un quartier entier de la ville de Toronto où ils prenaient en charge toutes les phases, la conception, la construction et l'opération, parce qu'ils avaient une sorte de package à offrir à la ville de Toronto en disant, nous on est capable de construire, de concevoir les usages et d'opérer la ville parce qu'on est extraordinairement bon avec la ville des données. On sait gérer les données. Donc pour des élus, pour je sais pas, la mairie de Toronto, soudainement c'était fascinant, c'était une sorte de all-inclusive package.
Bon, ça n'a pas eu lieu, intéressant, finalement, les citoyens de Toronto ont rejeté le projet, mais pour autant, c'est intéressant de voir que voilà, Google, Catera, des acteurs de la tech, soudainement arrivent dans notre industrie, avec énormément d'argent, avec un capital absolument fou, une pêche absolument impressionnante, une capacité de développer des projets à grande vitesse, plus vite que dans notre industrie, plus vite que beaucoup plus rapide que l'inertie qu'on connaît dans notre industrie. Et donc, du coup, oui, on peut vivre un phénomène de concurrence très rapidement avec ces acteurs de la tech qui soudainement arrivent dans notre domaine. Un deuxième point, c'est que ces acteurs de la tech, soit vont nous concurrencer, soit vont nous assister. Et c'est là où il faut aussi nuancer le message, c'est qu'effectivement, d'autres acteurs cherchent simplement à continuer à nous donner des outils plus intelligents, des outils qui embarquent de l'IA. C'est le cas de SpaceMaker, mais à nouveau d'autres concurrents qui simplement proposent des outils plus évolués, qui n'ont pas vocation, qui n'ont pas l'envie nécessairement de rentrer dans l'industrie elle-même, ils ont simplement la volonté de nous offrir des logiciels. Ces logiciels peuvent changer le rapport de force dans l'industrie. Dans notre industrie, les sachants, ceux qui vont pouvoir s'appareiller de ces logiciels, auront une pratique différente. Ça fera muter leur métier. Un architecte qui utilise de l'IA ou qui n'en utilise pas auront des pratiques demain différentes. Bonne ou meilleure, là n'est pas tant le sujet, mais pour autant, les pratiques vont évoluer, vont muter du fait de l'utilisation de ces nouveaux outils. Et il ne va pas disparaître, du coup, l'architecte, contrairement au cliché qu'on pourrait, ou à ce qu'on pourrait se dire en voyant les résultats de R&D sur le sujet IA et architecture. Oui, c'est une très bonne question. Non, absolument pas. Il faut commencer par une réponse qui n'a rien à voir avec les technologies, qui a à voir avec la loi, la responsabilité. Jamais un algorithme ne sera, ou du moins, ça n'est pas encore démontré, j'attends qu'on me le démontre, qu'un algorithme soit demain responsable d'un projet, puisse porter une décennale ou porter une responsabilité légale sur la construction d'un projet. Il nous faudra toujours des entités humaines pour pouvoir porter la responsabilité de projet. Donc, que ces gens s'assistent, que les architectes utilisent, que les entreprises utilisent des logiciels, c'est une chose, mais que l'on délègue la responsabilité, nous, en tant que société, à des logiciels, on n'y est pas du tout. Donc, si on prend l'angle légal, non, il n'y aura pas de remplacement parce qu'il nous faut toujours des personnes en charge, responsables, vers lesquelles on peut se retourner si ça ne va pas et vers lesquelles on peut se retourner si ça va bien. La deuxième réponse, elle est en revanche technologique, c'est que l'IA n'y est pas du tout. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut faire. Vous l'entendez dans des colloques souvent sur l'intelligence artificielle, quand l'intelligence artificielle est appliquée à d'autres domaines, par exemple des questions d'ingénierie ou de recherche. On n'est pas du tout à un niveau de développement de l'intelligence artificielle qui permettrait aujourd'hui d'avoir l'intelligence d'un architecte. Mais on est à des années-lumière. Certaines personnes peuvent vous dire l'inverse. Laurent Alexandre, qui est un auteur connu en France, peut tout à fait tenir le discours inverse. Et c'est, alors là, il y a la question de proposition, c'est factuellement faux. Et beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs, des professeurs éminents au Collège de France, peuvent vous le dire et vous le répéter. On est très très loin dans la performance de l'IA, proche de la capacité de répliquer les facultés humaines. On n'y est pas du tout, c'est même pas dans les 20 ans, dans les 30 ans. Donc, il faut aussi peut-être nuancer la réponse et bien comprendre que l'IA n'est pas du tout à un stade de remplacement, ou du moins un point où elle pourrait nous remplacer, indépendamment de l'architecture. Merci, au moins comme ça, c'est clair. Et merci pour ce regard donc sur ce point de vue des acteurs de la tech qui s'insèrent dans ces sujets et qui rebattent un peu les cartes des acteurs de la ville. Alors peut-être, Laurent Papiernik, tout à l'heure, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé du fait que vous étiez qu'une partie ou qu'un bout de la ville au final. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez toujours une forme de juxtaposition se développer dans la ville de données comment est-ce que vous voyez cette smart city dont on parle, si c'est ça la ville de données de demain, se développer et s'organiser? Là, je vais répondre, mais je voudrais dire à mon collègue que moi j'ai travaillé dans le déploiement de la fibre optique en France et Google, pareil, devait faire Google Fiber avec des tas de rêves et il ne s'est jamais rien produit, ils ont arrêté. Donc ils font beaucoup rêver, ils font beaucoup peur et puis il y a peu de fois où ils passent à l'action. Voilà. Et aussi un mot sur les architectes. Donc à la fin, le bâtiment livré par l'architecte, c'est son œuvre avec un gros E, avec un gros O, pardon, un O majuscule. Donc ça aussi, pour ça, on ne pourra pas les remplacer par des algorithmes. Alors effectivement, nous on se rend compte que pour faire une ville de données, il faut une ville qui est complètement liée dans tous ces espaces, que tous les espaces qui gèrent la donnée, on en a eu quelques exemples ici, il y en a plein d'autres, hein, les musées, les stades et les transports urbains, donc les métros, les bus, toutes les utilities. Il faut que cette ville de données
elle soit homogène, elle soit continue. Et nous, on n'a qu'une tranche, c'est la gare. Une autre tranche, c'est le train. Une autre tranche, c'est le métro. Une autre tranche, c'est le taxi, le bus, etc. Et donc, ça, tout ce qu'on peut faire avec ces données à notre niveau local, c'est intéressant pour exploiter nos ouvrages. Mais finalement, c'est pas intéressant pour exploiter la ville. On peut pas promettre une ville de données avec des tas d'avantages si chacun, dans son périmètre, fait ce qu'il peut, mais seulement ce qu'il peut. Il faut que cette ville, elle soit continue. Il faut que les espaces urbains soient connectés. Et donc, ceci n'est pas possible dans la plupart des villes. Dans quelques villes, Monaco, Singapour, il peut y avoir une administration globale qui gère tout, parce qu'elles sont petites, elles ont un cadre administratif qui le permet. Mais dans une ville normale, une bonne ville française, il y a des délégations, il y a des pouvoirs, des subdivisions, et cette balkanisation des périmètres de responsabilité empêche de faire la ville de données. Et donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est une fois qu'on a fait notre operating system de gare et que le bâtiment a fait son operating system, il y aura peut-être des operating systems de musée. On voit bien ce que ça pourrait apporter en termes de pilotage de flux dans le musée, de mise en valeur de certaines œuvres, de visites guidées, peut-être de réalité virtuelle. Enfin, on peut faire des tas de choses. Il faut que chacun construise son petit système, enfin son gros système qui gère son espace urbain. Et il faut que les espaces urbains coopèrent. Il faut qu'il y ait une sorte d'interconnexion des espaces urbains. Et donc, c'est une réflexion que je porte ici, c'est-à-dire que, opérateurs d'espaces urbains, faites votre travail de numérisation, de digitalisation, d'organisation, de maintenance, de construction. Et quand vous êtes prêts, il y a sûrement des informations, des interfaces que vous pouvez publier avec d'autres espaces urbains et créer un continuum de la ville. Et en faisant ça, on pourra faire des vraies opérations de ville de données, comme par exemple, on veut vider le Stade de France pour l'emmener au Champ de Mars, dans le cas des Jeux Olympiques, ça traverse 5 ou 6 espaces urbains. Il faut que ça se parle, sinon ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera un peu. Mais si on veut vraiment faire un guidage global des gens, apporter des informations sur le parcours, gérer le flux proprement et la sécurité, donc il faut le faire. Mais on peut aussi avoir des parcours de découverte des villes, des parcours actifs de tourisme dans des musées, dans des espaces de sport ou dans des salles de spectacle, dans des gares. Il faut que ce soit connecté pour qu'à chaque fois, à chacun, on puisse pousser des informations particulières. Alors nous, on a un petit accessoire dans la gare qui s'appelle les distributeurs d'histoires courtes. Ben, on pourrait imaginer que l'histoire courte et que la personne vient lire, elle est customisée à un parcours touristique dans la ville. Voilà, c'est un exemple, un tout petit exemple. Le grand exemple, c'est le flux, celui-là, c'est tout un tout petit exemple. C'est un exemple de ce qu'on pourrait faire si tout était connecté. Et si on offrait un interfonctionnement, une interface ouverte aux autres espaces urbains pour que chaque espace urbain puisse coopérer avec l'autre. Voilà. Donc on va rester dans une juxtaposition d'espaces urbains, mais on note l'appel à ce que chacun se saisisse de son rôle et qu'on puisse créer des systèmes interopérables et le Meta Operating System que vous décrivez. On a du coup on envisage là une configuration de ville de données qui évolue avec ces nouveaux acteurs dont commençait à parler Stanislas Chailloux. Diego Harari, qu'est-ce que vous constatez vous dans votre activité et ces acteurs, quelles approches ils ont de cette ville de données et comment est-ce que ça rebat les cartes et comment? Je vais faire la même chose que la dernière fois. Avant de répondre à la question, je vais commencer par rebondir. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, Laurent, il m'a fait rêver là. Ça y est, on a vu l'avenir avec l'UX de la ville complètement décloisonné. J'espère que ça arrivera. J'espère que ce n'est pas les GAFRA qui le feront. Voilà, parce que là, on peut se poser derrière aussi. Enfin, on peut le voir du bon côté, où on peut faire un certain nombre de scénarios à la Black Mirror avec un futur comme ça. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Ça peut aller du bon ou du mauvais côté. Et donc, les questions qui se posent, si on essaie de voir ça un peu analytiquement, c'est quels sont les assets stratégiques qui vont permettre à des acteurs de développer et de s'imposer dans des évolutions de marché de ce type, que ce soit ce que Laurent a dit ou des choses un peu plus bas niveau, comme peut-être les autres on peut porter ici. Il y en a un certain nombre, on pourrait passer 4 heures à faire l'exercice, mais il y a basiquement et bêtement la donnée. Finalement, Stanislas, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne des algos sur les données. Par exemple, Autodesk voit passer l'essentiel du marché dans une position quasi monopolistique des maquettes numériques sur Revit. Si demain, ils se servent de ça pour entraîner des algos et qu'ils ne nous les laissent pas gentiment acheter en mode SaaS, qu'est-ce que ça peut vouloir dire demain dans la restructuration du marché
de l'architecture, de l'ingénierie, de la fabrique de la ville, d'AREP, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc ça peut poser des vraies questions disruptives, finalement, sur l'asset stratégique qui était et qui reste pour l'instant, et je rejoins complètement Stanislas, hein, le savoir-métier, moins promoteur, j'ai des métiers corps, j'ai une expertise, Google l'a pas, quoi. C'est clair et net. Mais si demain, l'asset stratégique, c'est la donnée, qu'on entraîne des algos et que ça devient un plus en termes de performance et que finalement, il suffit à un GAFA de racheter un petit promoteur pour faire mon métier, avec mon savoir-métier, plus cette asset stratégique-là, est-ce que ça rebat les cartes? Alors, pour le moment, non. D'où, je pense, notamment l'échec de Sidewalk à Toronto. Et finalement, au lieu de se dire, on va faire la ville avec le numérique, vous allez voir, on va tout disrupter. Pour le moment, ils ont abandonné. C'est pas la ville qui a racheté, c'est eux qui ont abandonné. Bon, parce que la ville, ça se passait mal. Enfin, et ils reviennent vers une position plus de, grâce à ce terrain-là, on a développé des services, des outils, et on va se poser en mode SaaS traditionnel, tech provider, comme un gentil filiale de Google normal. Mais on n'est pas passé loin d'avoir de la promotion immobilière faite par Alphabet. Et je peux vous dire que nous, on s'est posé des questions, hein, on a regardé ça de près, quoi. Donc, il faut analyser ces choses-là. Il y a un autre mécanisme qui est très puissant dans le digital, qui est l'intermédiation B2C. Hein. C'est toutes les Uber, Booking, tout ce que vous voulez. Toutes les industries y sont passées. Pour l'instant, pas trop les nôtres. Mais là, on a des gens hyper puissants dans ces domaines-là, qui, côté C, en termes de capacité de delivery une UX, en termes de capacité à avoir déjà un nombre de users par milliard pour les GAFA, sont positionnés, et notamment si on pouvait imaginer demain, voilà, hein, l'UX de la ville, etc. Est-ce que c'est l'État ou Dieu sait quelle pool d'entreprises en concurrence saine qui le délivre, ou celui qui a tous les users déjà embarqués avec une super UX qui va être capable de capter le marché? On peut se poser des questions. Donc, il y a un phénomène d'intermédiation. Nous, dans l'immobilier, on est très sensible à ça parce que la transaction B2C dans l'immobilier, c'est des assets qui coûtent très cher. En fait, l'énorme part des flux financiers planétaires, c'est des transactions immobilières. Donc, tout le monde a envie d'intermédier ça. C'est vachement plus intéressant que d'intermédier les courses de taxi, quoi, hein, en termes de milliards de dollars au niveau mondial qui passent. Donc, tout le monde est dessus. On voit des Amazon qui sortent des services immobiliers, des Facebook qui commencent à se poser aussi sur la transaction immobilière. Donc là, il y a deux choses. Soit on améliore tellement l'UX qu'il n'y a plus aucun driver d'intermédiation. L'intermédiation, elle a lieu parce que vous allez délivrer au côté C du B2C une meilleure expérience que le provider de service de base. Hein, c'est l'histoire d'Amazon avec les bouquins à la base. C'est tellement mieux de commander des bouquins sur Amazon que d'aller à la librairie que paf, voilà, intermédiation. Si nous, on améliore notre UX, il n'y a plus tellement de place. Donc, c'est toute cette course à l'amélioration de l'expérience client dont je parlais tout à l'heure. C'est un premier jeu. Donc, ça, c'est une stratégie défensive. L'autre possibilité, c'est stratégie offensive, c'est-à-dire c'est nous qui allons intermédier le système. Et je vous parlais de CityAnew tout à l'heure. Finalement, c'est exactement ça qu'on fait. L'expérience du côté ici, donc client, dans le développement foncier, c'est une mauvaise expérience. Nous, promoteurs immobiliers, on ne délivre pas une bonne expérience. Donc, on est en train d'utiliser les outils digitaux et les modèles d'affaires qu'il peut y avoir derrière pour proposer une autre expérience qui est meilleure du côté ci. Donc, on s'auto-intermédie. Je préfère le faire moi plutôt que d'attendre que Dieu sait quelle boîte de tech majeure mondiale le fasse. Donc, ça change beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'est-ce qui est stratégique là-dedans, qu'est-ce qui donne le pouvoir demain, et donc quels sont les acteurs qui vont pouvoir se positionner et quelle stratégie derrière on a, nous, grands groupes, pour pas juste se laisser tranquillement disrupter comme certains autres l'ont vécu. On a la chance, quelque part, d'être en retard dans le digital, d'avoir 10 ans de retard par rapport à certaines autres industries, et donc d'avoir pu voir ce qui s'est passé ailleurs, comprendre, et aujourd'hui, regarder ce qui se passe chez nous avec plus de maturité, et donc plus de capacité à anticiper et à réagir. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que sur la discussion qu'on a depuis le début sur la ville de données, à se dire, bon, aujourd'hui, on utilise la donnée pour faire la ville. Qu'est-ce que ça donnerait de faire une ville de données d'un coup? Vous mentionnez les deux approches qui existent, en fait, à la fois par de l'intermédiation, par la donnée dans le process existant et dans la chaîne de valeur existante, mais aussi des acteurs qui se sont dit, et si on faisait la ville de données à partir de rien tout d'un coup, comme Sidewalk Labs à Toronto, effectivement. Et du coup, ce dont on n'a pas parlé, c'est peut-être pas encore complètement exploré, c'est le périmètre de la construction.
D'un point de vue de constructeur, Marie-Claire Combe, est-ce que vous voyez les périmètres changer? Est-ce que les différents changements évoqués précédemment, c'est quelque chose qui se ressent aussi dans le secteur d'activité? Ça va effectivement se rejoindre et je vais apporter quelques éléments de réponse plus Vinci global sur les interrogations qui ont été posées là. Oui, la question qui se passe, c'est que on a toujours opéré dans du droit immobilier. Dans le droit immobilier, tu achètes, je te donne. Ça se termine là, puis c'est terminé. Là, on est assez à l'aise. Le problème, c'est que dans l'arrivée du numérique, l'ouvrage physique, on va continuer à faire comme ça, puis on est en train de nous demander quelque chose d'autre, assez indéfinissable, qu'on essaie effectivement de définir pour maîtriser, en fait, et on ne sait pas quel est le devenir de cette fantôme, clone, on ne sait pas comment on va l'appeler, pas tout à fait jumeau, puisqu'il n'y a pas de comportement, mais bon, bref, cette espèce de maquette à la manière de... Et donc, c'est ça qui nous pose problème, en fait. Donc, quel est le poids de ça? Si on regarde l'automobile, on ne sait plus si la valeur, elle est dans l'électronique ou dans le moteur. Et c'est vraiment la question, comme dit Diego, on a de la chance d'être en retard, parce que du coup, on se pose des questions où on va mettre la valeur. Et nous, en fait, on délivre des ouvrages physiques. Mais sans nos ouvrages physiques, il n'y a pas d'autre chose. Donc, il faut faire extrêmement attention que nos savoir-faire qui permettent de délivrer des ouvrages physiques gardent leur place dans l'écosystème du bâtiment, de la ville et des infrastructures. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et pour ça, faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre un Deus ex machina. Et donc ça, c'est l'intérêt d'un groupe comme Vinci, c'est qu'on a suffisamment de regard pour arriver à fédérer quelque part un peu des stratégies. Donc quand on parlait de l'interopérabilité des systèmes, oui, on est devenu un des leaders pour chercher aujourd'hui sur ces sujets d'interopérabilité des systèmes. On intervient en France et à l'international pour faire progresser, parce qu'effectivement, rendre les choses interopérables, c'est les enlever d'un système propriétaire. C'est permettre de changer de cloud, de changer d'éditeur, et c'est nous rendre la liberté dont on a besoin aujourd'hui pour continuer à exercer. Donc c'est ça qu'aujourd'hui Vinci s'investit pour arriver aux côtés d'autres fédérations, d'autres constructeurs, pour nous redonner cet espace de liberté. Il ne faut pas se laisser enfermer sur une solution. J'ai un de mes amis ingénieristes qui travaille beaucoup avec Autodesk, comme beaucoup d'entre nous, et donc il me disait qu'Autodesk, c'était 25% de sa marge. C'est pas possible. Je veux dire, il faut réagir très vite. Au-delà du bénéfice économique, aujourd'hui c'est sa marge, demain c'est son savoir-faire. Et donc nous devons faire attention à redonner de la liberté à nos secteurs. Mais c'est pas dans nos fauteuils qu'il faut le faire, hein, c'est tous les jours. Pour rassurer Diego, Revit, c'est Bâtiment France. Donc au-delà de ça, dans Vinci, il y a des infrastructures, c'est pas terrible, il y a des systèmes, c'est pas terrible, il y a d'autres pays étrangers, c'est pas terrible. Donc on a une marge de manœuvre. Et donc effectivement, il faut l'apprendre, parce que tu as raison, on met tout ça dans un système forge, et puis après, il apprend de nous, en fait. Et demain, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir ce que vous appelez intelligence artificielle? Je sais pas. Et donc c'est là où, quelque part, il nous faut réagir furieusement, très vite, parce que c'est maintenant que la partie se joue. Mais je pense qu'on est tous armés pour arriver aujourd'hui, parce qu'on sait faire, de ne pas laisser filer ça. Alors, il se trouve que chez Vinci, on a un autre atout qui est dans la salle, qui s'appelle StickSense. Donc, nous, on a la possibilité de construire nous-mêmes notre réponse par rapport à nos besoins du marché. Donc, je pense que si chacun fait attention à ça, à se redonner sa marge de liberté, on va garder aujourd'hui la place réelle de l'ouvrage physique, qui est celui qui nous anime, c'est celui qui nous fait vivre, et c'est réellement ça, dans l'expérience utilisateur de demain, qu'on va vivre. Merci. Peut-être que vous voulez rebondir, Laurent Papiernik, puis Stanislas Chailloux. Je vous vois prendre le micro. Alors, en fait, on a des domaines différents. Et nous, on est très B2B, en fait, finalement. Et je comprends cette crainte des GAFA. Elle est partout, en fait, dans l'automobile, dans la musique, dans le shopping, etc. Néanmoins, nous, on est sur une activité, entre guillemets, industrielle, très localisée. Et je pense que beaucoup de villes, pour leur propre organisation, leur propre gestion, sont là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a toute la partie B2C ou B2G, où les gouvernements ou les villes doivent offrir des services. Et là, c'est le problème habituel de la médiation, de l'intermédiation. Mais je dirais, c'est important, hein, mais il y a encore plein de choses à faire pour faire marcher la ville, indépendamment de ces gens-là. Et c'est vrai que Google fait peur, mais à nouveau, moi, j'ai le sentiment qu'ils vont que là où la commande est digitale, la production est digitale et le service après-vente, quand il y en a, est digital. Dès que c'est brick and mortar, ça intéresse pas tellement. Donc, en fait, il faut le considérer. Par chance, nous, on est un plus concentré sur cette activité B2B, pour l'instant. Je fais juste un tout petit parenthèse. On est tous B2B2C.
Et donc, on est tous exposés. Moi, quand je fais d'un bâtiment tertiaire, je suis en B2B, hein, mais j'ai des utilisateurs derrière. Et aujourd'hui, il y a une filiale d'Alphabet qui s'appelle Intersection, qui travaille sur le BOSS et qui demain pourra capter une part de la valeur de mes ouvrages. Donc, c'est vrai, on est moins exposé en B2B, mais moi, voilà, faut jamais se laisser non plus trop tranquille. Notre plus grosse chance de notre industrie, ce qui fait que ça mettra du temps, enfin les GAFA mettront du temps à nous prendre de la part de marché, c'est l'inertie et la complexité de cette industrie. J'avais bossé c'était il y a 4 ans pour Flux, qui était le premier spin-off de Google X, premier effort de Google pour lancer une startup dans notre domaine, qui a plié comme un château de cartes, qui était une super boîte avec des gens super. En revanche, ils avaient un modèle qui était B2C. Ils n'allaient pas parler à des boîtes, mais parler aux employés des boîtes en espérant qu'ils signent individuellement des licences. Et ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils ont découvert une industrie qui était tellement étrangère à leurs pratiques et à leur monde, ça leur a pris un temps fou. En revanche, donc ils ont du mal à rentrer chez nous. En revanche, pour répondre à votre point, il y a par contre chez nous un mécontentement évident des softwares qu'on utilise. Il y a une lettre qui a été publiée dans le monde anglo-saxon récemment sur Revit, qui est une lettre qui a été co-signée par soit une cinquantaine, soit une centaine de grandes agences architecturales et de cabinets d'ingénierie, où tous ces gens se sont mis d'accord pour dire qu'il y avait un problème profond sur Revit et sur l'utilisation du logiciel. Donc les GAFA ont du mal à rentrer, mais on n'est pas du tout content avec les solutions logicielles qu'on a aujourd'hui dans notre industrie. Donc il y a un manque à combler évident. Et moi, je pense que la difficulté qu'ont les GAFA à comprendre notre industrie, c'est in fine, c'est qu'une question d'argent. Ils peuvent tout à fait recruter des gens qui comprennent, les années chez eux, et en fait comprendre. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une faille en ce moment. On n'est pas content de nos softwares. À nous de les développer, à nous d'avoir des boîtes qui sont capables de combler ce manque. Si on ne le fait pas, je ne crois pas qu'il y ait une barrière à l'entrée si énorme pour les GAFA, dès lors où ils vont être capables de recruter les gens qui, eux, comprennent et ont l'expertise. Et de mettre quelques milliards sur la table pour y arriver, quoi. Le souci pour moi, c'est pas l'outil, hein, très clairement. Le souci, il est dans l'expression de nos savoir-faire. Voilà. L'outil, de toute façon, il est forcément global et où ça vous va pas. Donc, des notes contre tel ou tel outil, en fait, ont pour moi relativement peu de portée parce que c'est pas ça. Le problème, c'est le monopole d'un poids éditeur par rapport à un autre. Et effectivement, en Europe, il y a un certain nombre d'alliances qui sont en train de se monter sur le fait, attention au poids des éditeurs dans les marchés de la construction, y compris le problème du cloud, hein, qui n'est pas le sujet là, mais qui est aussi un super danger aujourd'hui, où il n'y a pas de cloud européen, par exemple. Et donc, quand on parlait des données, parce que c'est vos métiers, les données, moi je parle d'information, ben, on ne sait pas où elles sont. Hein, voilà. On ne sait pas où elles sont, on ne sait pas où elles vont. Donc ça aussi, c'est un véritable danger. Moi, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on a des architectes, il y a de la créativité. Tant qu'il y a de la créativité, il n'y a pas trop d'industrialisation. Donc, grosso modo, grâce à vous, on va être sauvés, quoi. Je voulais conclure là-dessus. Continuer à être créatif, à être bien rattaché au ministère de la Culture, ça nous va bien. Et nous, derrière, on arrive finalement à livrer des œuvres. On va bien, et non pas des produits. Bon, on ne voudra pas Diego, je préfère les œuvres pour mon business model. Et donc, oui, c'est fondamental que toute la chaîne de l'écosystème ait conscience que c'est ensemble qu'on va arriver à progresser et pas individuellement en essayant de regagner des parts de marché sur les autres. Ça, on est voué à nos échecs, à se manger nous-mêmes. Et donc, il faut que chacun garde complètement sa place de ses savoir-faire pour arriver à créer toute la chaîne de valeur numérique réellement solide et résistante. Juste si je peux rebondir, je trouve que aujourd'hui, ce qu'on dit, très bien illustré par les grands mouvements dans la PropTech. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui sont prêts à mettre des milliards sur la table pour essayer de nous disrupter. Oui, ils essaient d'acquérir des savoir-faire métiers. Mais oui, nos métiers sont d'une complexité gigantesque avec une profondeur d'une chaîne de valeur, une atomisation des métiers, des entreprises, etc., qui font que ce sont des vraies barrières à ce modèle VC. Et SoftBank et compagnie essayent beaucoup, mais voilà, Sidewalk, pour l'instant, c'est pas une réussite. WeWork, c'est pas encore prouvé si ça va marcher ou si ça va s'effondrer. Catera, dont Stanislas parlait tout à l'heure, 1,4 milliard, si ma mémoire est bonne, de fonds levés, enfin, l'ordre de grandeur, c'est ça. Les dernières nouvelles publiques sont pas folichonnes, on verra si ça marche pas. Si ça marche, qu'ils arrivent à faire la démonstration et qu'ils scalent, un certain nombre d'entre nous, sur un certain nombre de nos marchés, on n'est pas très bien. Voilà. Mais la preuve, elle est quand même vraiment difficile pour eux, quoi.
Donc, toutes ces forces et ces barrières qu'on évoque là, elles sont à l'épreuve en ce moment. Et Dieu merci, voilà, ces 10 ans de retard, on ne les a pas pour rien, on les a pour des vraies barrières. Et si nous, comme Marie-Claire le dit, on a suffisamment de vision, de compréhension de tout ça et de stratégie pour y répondre, c'est peut-être nous, finalement, qui allons réussir à mener les transformations de notre secteur et pas SoftBank ou les GAFA. Je vous remercie pour tous ces regards. Alors, au final, la ville de données, c'est un sujet qui peut faire rêver, mais éminemment complexe à adresser et auquel répondre. Je vais vous proposer peut-être, si vous avez des questions, de venir au micro là en bas de la salle, vous présenter très rapidement et puis poser votre question aux intervenants. Et en live, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour que je puisse les transmettre aux intervenants. Oui, Denis à la petite, je suis consultant indépendant dans les logiciels pour le BIM et la construction notamment, et j'ai bien épluché, et puis je suis aussi ancien du monde de l'aménagement et de l'architecture, plutôt côté public, donc ma question va être liée à ces deux aspects. J'ai bien épluché le site, de Spacemaker AI, là, je trouve cet outil absolument fascinant. Donc ma question un peu naïve, c'est pourquoi... et je fais une autre parenthèse, j'ai eu l'occasion de m'intéresser beaucoup récemment au développement de l'île Seguin, qui était basé sur un permis complexe de 120 000 m² avec finalement très peu de variantes étudiées du fait peut-être d'un processus de concertation un peu déficient. Donc, j'arrive à ma question. Est-ce que les procédures d'utilité publique, voire de mise à l'enquête de permis importants, ne devraient pas être subordonnées au fait qu'un outil tel que Spacemaker AI ait pu produire l'ensemble des variantes de formes et de programmes d'une certaine manière? Alors, c'est audacieux, mais bon... Pourquoi est-ce que ça ne serait pas une idée à pousser? Et est-ce que ce n'est pas déjà comme ça que ça se passe en Norvège, puisque vous venez quand même de ces pays? Et ma deuxième question, éventuellement aussi, c'est quelle a été la diffusion de cet outil en Norvège ou dans des pays peut-être plus progressistes que nous? Merci pour votre question. Donc, je réponds d'abord à la première. Est-ce que je résume, est-ce que Spacemaker ou disons des plateformes en ligne permettant de la design génératif pourrait pas être l'occasion de la concertation utilisée par des pouvoirs publics pour analyser des designs, pour questionner des propositions. En fait, mais vous avez quand même utilisé un terme qui est subordonné, et je pense que l'enjeu peut-être pas là. L'idée n'est pas de les subordonner à ces plateformes. En revanche, c'est intéressant que ces plateformes puissent être consultées, et c'est le cas. En Norvège, chez Spacemaker, on a réussi à avoir, il me semble, une municipalité qui a pu bénéficier lors d'un concours, juste à terme, c'était une question de consultation. Ils ont pu utiliser l'outil pour regarder 5, 6, une vingtaine d'options qui avaient été proposées par différents cabinets. Ils ont pu les amener dans l'outil et les regarder leurs performances, les comparer. Et donc il y avait cette idée de prendre une plateforme agnostique et d'amener dessus toute une série de propositions pour les comprendre, pour les comparer, pour les questionner. Alors c'était lors de la consultation. On a proposé l'outil a été utilisé. On ne les a pas subordonnés à l'outil. C'était pas du tout l'idée. L'idée c'était vraiment de dire bon, écoutez, on peut vous proposer, c'est une méthodologie parmi d'autres pour vous, pour comprendre quelle est la pertinence des différents designs que vous avez. Donc c'est effectivement quelque chose qui est en place, qu'on a vu. Vous avez dit que la Norvège était assez progressiste. C'est le cas. Oui, disons qu'ils ont, oui, ils sont assez, ils aiment bien essayer d'innover, et donc ils ont été assez ouverts à l'idée d'utiliser l'outil, pas simplement dans un schéma classique qui est l'étude de faisabilité, mais aussi à l'échelon municipal. Et votre deuxième question, qui était celle, comment est-ce que l'outil s'est diffusé en Norvège ou dans les pays plus progressistes, comme vous dites, le fait est que ça marche très bien. En Norvège, aujourd'hui, on est à la Suède et on commence la Finlande. On réalise que c'est des pays qui ont énormément besoin de prendre en compte, lors du développement de projets, ce qu'ils appellent des qualités architecturales. Le grand problème, notamment en Norvège, par exemple, c'est la question de l'éclairage. Il y a des journées de l'année où vous avez 4 à 5 heures de lumière, si ce n'est 3. Donc vous avez un enjeu d'éclairage des façades. Est-ce qu'on reçoit de la lumière, ou comment est-ce qu'on oriente le bâti? Et donc en fait, ça pousse tout le processus de conception vers une définition peut-être plus qualitative du bâti. Et donc ça donne énormément de pertinence à l'outil. Parce que l'outil permet
réellement de vérifier, de tester, de simuler. Et donc on a vu du coup une diffusion très rapide en Norvège. On travaille maintenant avec les plus gros promoteurs là-bas. En Suède, c'est le cas aussi. Et Finlande, on démarre tout juste. Ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques, ces réalités sont vraies pour ces pays nordiques, mais sont vraies aussi pour les nôtres. Alors on a moins, par exemple en France, ces besoins de simulation. On les a bien sûr, mais pas au point où ce serait le cas par exemple en Norvège. Mais pour autant, beaucoup des outils qu'on a mis en place et des logiques qu'on a mis en place séduisent énormément les promoteurs en France. Merci beaucoup. Alors peut-être on va alterner, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, mais on va alterner avec une question posée en ligne. Une question peut-être que je vais un peu élargir de Nathalie Nutin qui dit au final, à l'aune de tous ces enjeux sur les villes et tous ces organismes experts qui en sont à l'origine et qui en sont opérateurs, est-ce que c'est possible aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment possible de choisir dans quelle ville on veut vivre aujourd'hui, et quelle est au final la place du citoyen dans l'élaboration de la ville de données? C'est une colle. Je vais y aller avec mes pieds sur terre. C'est de toute façon pas un problème de ville de données, c'est un problème d'économie et de loi de marché. Donc, notre réponse, c'est pour ça qu'on est un peu blanc. On pense que le premier choix, c'est pas de... Voilà. On opère là où on travaille aujourd'hui raisonnablement. Hein. Après, les facteurs de choix, oui, la ville de données, quand elle donnera des choses à voir, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Quoi, hein, donc, on est dans de la prospective futuriste. De mon point de vue, les premiers usages seront plutôt sur la maîtrise des flux, qui sont nos biens précieux, l'énergie, l'eau, la circulation, avant d'être des usages plus bucoliques et de qualité de vie réelle, de proximité, de services, ou etc. Mais peut-être je me trompe. Hein. Je pense qu'on va déjà commencer par une appropriation des systèmes pour l'environnement, pour le climat, pour la maîtrise de tous ces biens précieux, avant d'arriver à l'individu, son bien-être individuel. Enfin bon, ça me semblerait plus logique dans un monde collectif. C'est un point de vue personnel. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je vais rebondir alors avec les échanges qu'il y a en ligne. Et il y a une réaction de Ben Mears sur le chat sur les échanges à propos des aspects négatifs de la technologie sur le métier d'architecte. Il dit, l'argument, c'est de dire que petit à petit, ça va devenir, et c'est une opportunité de devenir un sélectionneur de solutions plutôt qu'un concepteur au sens que ça a aujourd'hui, et que le projet, ce sera son œuvre et ce sera son travail, mais seulement dans une petite mesure, et seulement jusqu'à ce que l'IA développe son propre ego, peut-être dans un futur plus lointain. Une réaction? Juste un point sur je démarre par l'ego. Non. Et ça, juste, il faut absolument dire non. Il faut absolument y aller et être très explicite à nouveau. Il y a toujours cette espèce de spectre dans ces discussions qui est de dire oui, un beau jour, l'IA sera conscient et aura sa propre personnalité. Donc non déjà. Donc ça, on peut vraiment le mettre de côté d'entrée de jeu. En revanche, sur la deuxième question, la question de la sélection, par contre, c'est une bonne question. À aucun moment, l'architecte est condamné à ne jamais reprendre la main. Il peut tout à fait reprendre la main. Ce qui peut se passer d'intéressant avec l'IA, c'est qu'à certains moments de la conception, il ou elle a l'opportunité d'invoquer l'outil, de lui demander de lui proposer des solutions et d'en sélectionner. Mais c'est son choix, fondamentalement. Une fois la sélection faite, il ou elle revient au processus de design classique et peut continuer à dessiner, à designer. C'est simplement quelque chose qu'on peut utiliser ponctuellement. C'est pas quelque chose qui va s'imposer de façon implacable tout le long du processus. Donc je crois pas que jamais on se retrouvera dans cette situation à n'être qu'un sélecteur. Ou du moins, je crois pas que les produits qui nous amèneront ça seront ceux qui réussiront demain. Je vais rebondir sur les mots de Stanislas, parce que ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être dans une position de sélecteur, c'est pas mal la position du promoteur vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que l'architecte
propose des solutions de conception, et le promoteur, avec sa vision, qui est une vision qui a aussi des compléments à celle de l'architecte, qui pense aussi à son marché, à son économie de projet, etc., va être dans une logique de choix. Un peu pour le plaisir de l'exercice intellectuel auquel nous amènent ces questions, demain, on peut se poser avec des outils qui sont là pour proposer des solutions. Est-ce que le rapport entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage va rester strictement le même? C'est-à-dire, le maître d'œuvre propose, le maître d'ouvrage dispose, ou si la maîtrise d'ouvrage peut disposer de ces outils, est-ce qu'elle ne va pas faire elle-même un certain nombre de sélections ou challenger la maîtrise d'œuvre avec une capacité elle-même à mettre sur la table des choses? Ce sera toujours la maîtrise d'œuvre, in fine, de valider ou pas de valider des propositions, parce qu'il y a la question de la responsabilité qui est claire et nette. Hein. Nous, on ne peut pas être dans un rôle de sachant, on ne peut pas porter un certain nombre de garanties qui sont apportées par l'architecte et la maîtrise d'œuvre. En tout cas, ça peut complètement changer le rapport. Typiquement, l'utilisation d'un spacemaker, si la licence elle est chez le promoteur immobilier, lorsque l'architecte, aménageur, urbaniste, va proposer des solutions, si moi j'ai une capacité à lui dire, moi j'en ai vu 500 000, pas deux, que tu me mets sur la table, et regarde tout ce champ-là, il a l'air meilleur que les tiennes, ça change pas mal le rôle et la façon dont se passe en termes de process les choses. Donc je pense que ce type d'outils ont une capacité à apporter dans le temps, alors ça va mettre un certain temps, mais des changements dans le processus de projet, quelque part, hein, dans les rapports entre les acteurs autour de ce projet. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question-réaction sur tous les changes qu'il y a eu sur la barrière à l'entrée que constitue la complexité de ce secteur d'activité, ces secteurs d'activité. C'est Patrick Blancheton qui dit est-ce que au final c'est pas qu'un sujet de disruption et de technologie, mais est-ce que c'est pas un tort de se satisfaire de cette complexité, pour être un peu provocateur, face à un sujet qui est peut-être celui du modèle économique et de ce secteur d'activité, de se réinventer ou de se disrupter? Non, parce que ça voudrait dire que sciemment, on a construit une complexité par un bordel ambiant qu'on aurait laissé dériver. La réponse, elle est non. Chacun dans son activité, en fait, on est en recherche de productivité, dans des démarches lignes, du bon geste au bon moment, avec le bon matériau, etc. Donc, on ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Par contre, c'est pas un monde d'inertie comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est un monde complexe. Et cette complexité, elle est parce qu'on interopère des systèmes. Et c'est comme ça, il y a des systèmes extérieurs, des systèmes intérieurs, des systèmes fonctionnels, des systèmes organiques. Et c'est toutes ces interopérabilités qu'il nous faut régler aujourd'hui. Et les solutions éditeurs répondent à un silo, éventuellement plus ou moins bien, on l'a entendu. Mais on voit bien que c'est ces ensembles globaux. Donc finalement, une réalisation, j'allais dire si je prends le moment de la construction, c'est un paysage multinodal qui a sur lequel on construit des liens d'un système sur un autre. Et cette complexité, on en hérite, on apprend à la manipuler, l'esprit arrive à manipuler ça, et c'est cette mise en service sous une forme de système informatique qui relève de la complexité. Mais ça ne nous protège pas, nous-mêmes on travaille à essayer de traduire pour performer, mais c'est pas une barrière qu'on aurait mis de facto en disant c'est un gros bordel le monde de la construction, non, absolument pas. On manipule tous les jours des choses extrêmement compliquées avec nos cerveaux, et c'est l'addition de cerveaux qui fait qu'on arrive à délivrer un ouvrage. Donc c'est ça qu'on essaie de capter aujourd'hui pour devenir plus fluide, plus dans le continuum dont on a parlé, et c'est ça qui fait qu'ensemble on va arriver à opérer des solutions. Mais c'est pas un cache-misère, hein, c'est pas un mur qu'on a mis comme ça, c'est la réalité du secteur. Après, je pense que cette complexité, elle n'empêchera pas nécessairement que certains modèles alternatifs finissent par émerger et à disrupter profondément les choses. La question, c'est le temps. C'est plus facile de disrupter la chaîne logistique du livre, qui est déjà compliquée, mais toute la chaîne de valeur du bâtiment, elle est un cran plus compliquée. D'où le fait qu'un Catera, qui arrive avec les mêmes moyens peut-être qu'un Amazon aux premières heures, galère un peu plus. Il n'y arrivera pas ou il n'y arrivera pas? Je ne sais pas encore. Voilà. Donc nous, on reste sur le qui-vive quand même. Hein. Ces barrières à l'entrée, ce n'est pas une excuse pour dire non, on ne fait rien, on fait un tout petit peu de ligne et tout va bien, on est déjà très intelligent, ne vous inquiétez pas, rien ne va changer. Sûrement pas. Et d'ailleurs, peut-être que ce sont nous, les moteurs de ce changement. Enfin, je veux dire, je parlais de CityNU, modeste petite chose de disruption pour l'intermédiation, mais on a un certain nombre d'autres projets, le BOSS. Voilà, c'est quand même des changements assez disruptifs de nos métiers qui seront conduits par l'extérieur, par l'intérieur. Donc, personne ici n'essaie de se reposer sur une excuse de complexité pour dire qu'il ne va rien se passer, c'est les barrières à l'entrée. C'est juste
que le temps et les investissements sont plus longs parce que le secteur repose quand même sur un niveau de complexité qu'il faut reconnaître. Et je pense que ceux qui ne le reconnaissent pas et qui font des grandes confs en disant, enfin voilà, tout à l'heure on a traché quelqu'un, j'étais très content qu'on le fasse, c'est de l'inno-washing. Voilà, c'est très facile de prendre une posture comme ça, mais la réalité du monde physique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas celle-là. Justement, c'est un très bon point. Mon point de l'inertie tout à l'heure, c'est celui-là, c'est de dire on peut pas tout à fait s'abriter derrière la complexité. Ça sera pas suffisant comme une barrière à l'entrée pour les GAFA ou pour des acteurs technologiques. Ils modélisent des choses très compliquées tous les jours. L'inertie, c'est très lent de fabriquer un bâtiment, et c'est ça qui casse les pattes de beaucoup d'entreprises tech qui, elles, ont des cycles de développement avec des cycles de funding des VC derrière qui sont très rapides, une volonté des VC de récupérer très rapidement du cash, qui est complètement incompatible avec le cycle de développement d'un bâtiment. Ce qui fait que quand une boîte de tech s'intéresse à aider la construction, aider la conception de bâtiments, ils sont souvent désemparés devant la lenteur dans notre industrie de développer un bâtiment, qui est juste liée au fait que c'est long de faire un bâtiment, point, c'est normal. En revanche, c'est terrible pour des acteurs technologiques qui, eux, ont un besoin de retour et qui est quasiment instantané. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça fait que ça change le funding structuring côté tech, où il y a des VC qui se spécialisent dans le funding de boîtes qui rentrent dans ce monde de la construction pour avoir les reins solides et être capables de financer de la tech pour notre industrie. C'est quand même marrant que notre industrie, par effet de bord, aille changer, faire muter les VC dans le monde de la tech. C'est quand même amusant. Un mot sur les barrières à l'entrée. En fait, il y a des bonnes et des mauvaises barrières à l'entrée. Et de toute façon, la barrière à l'entrée n'est qu'une protection provisoire. Le temps qu'on renforce ces bonnes barrières à l'entrée, l'excellence, la qualité, le service client, l'adaptation aux besoins, la connaissance, tout ça, c'est des bonnes barrières à l'entrée. Ensuite, si elles sont de nature artificielle, c'est confortable un temps, mais ça peut tomber au gré des décisions des gouvernements. Voilà. Donc, en fait, une barrière à l'entrée, c'est l'occasion de renforcer. Une mauvaise barrière à l'entrée, c'est l'occasion de renforcer des bonnes barrières à l'entrée. Mais il faut pas dire qu'il y en a. C'est pas intangible. Mais ça se travaille tous les jours. Il faut qu'elle soit justifiée par les mérites. Ce sont les stratégies défensives que j'évoquais tout à l'heure. Si nous, on améliore notre expérience client, il n'y a plus de place pour la disruption en intermédiaire. Écoutez, on approche vraiment de l'heure de la fin. Je vais juste prendre, puisqu'il y a plusieurs questions qui ont traité ce sujet, les questions sur la ville de données et notamment les enjeux pour l'immobilier. Deux questions. Quelles sont est-ce que les données d'open data que vous avez mentionnées, Diego Harari, sont suffisantes pour identifier vraiment des opportunités foncières ou est-ce qu'il faut des données en plus et est-ce que sur ces problématiques, on risque pas de détecter et sursolliciter les mêmes propriétaires en ciblant donc voilà, question très précise sur ces enjeux. Je ne sais pas qui l'a posé, mais c'est quelqu'un qui comprend finement le sujet, donc très bonne question. D'abord, non, on ne se sert pas que d'open data, ça c'est un premier point. D'abord, il y a des données qui sont libres, mais pas de l'open data au sens où elles ne sont pas structurées, disposées sous forme de set de données, etc. Notamment juste les plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est des documents PDF. Voilà le bel effort pour réussir à mettre ça dans un algo. Et après, il y a tout un tas de données pas libres. Et là, on est dans la notion d'asset stratégique qui fait que telle boîte a réussi à récupérer, à acheter, à trouver, à posséder tel jeu de données complémentaire qui apporte quelque chose dans la compréhension d'une opportunité foncière. Et une opportunité foncière, c'est non seulement un terrain constructible légalement, mais c'est aussi quel est le marché là. Est-ce que dans 3 ans, combien ça va coûter? Quel est l'intérêt? Et donc ça, c'est énormément de choses pour pouvoir regarder ça. Donc très clairement, non, il n'y a pas que l'open data. Et c'est ce qui va faire justement que les réponses des différentes solutions ne vont pas être les mêmes. Le foncier que moi, je vais pouvoir identifier avec les outils qu'on a développés versus certains de nos providers externes versus encore d'autres avec qui on ne travaille pas, ne vont pas être exactement les mêmes. Donc, partiellement, oui, on va solliciter les mêmes. Et donc, typiquement, une fois que tout le monde fait sa transformation interne dans les process, l'avantage concurrentiel devient effectivement très faible. Et là, Vinci Immobilier, on surfe juste sur le fait que nous, on a déjà mis ces process de digitalisation et de développement foncier là où peu de promoteurs l'ont fait. Donc, pour l'instant, on est peu nombreux à aller chercher cette manne-là. Demain, quand on le fera tous,
effectivement, la différence, elle va juste être sur la rapidité. Il y a une mutation dans un PLU, il y a un nouveau projet urbain qui requalifie un marché autour, il y a des choses comme ça, et je l'ai plus vite. Et donc là, ça va être plus sur la capacité à aller chercher des jeux de données différents, avoir des meilleurs algorithmes, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une maturité totale. Et là, on sera de nouveau dans un niveau de concurrence comme on l'a traditionnellement. C'est-à-dire que les développeurs fonciers à l'ancienne, aujourd'hui, c'est pareil, hein. Le mec qui a la dent creuse au milieu de tous les immeubles, il a 15 promoteurs chez lui tous les mois qui viennent taper à sa porte pour lui demander s'il veut pas vendre. Et on se retrouvera là, avec les outils digitaux, dans quelques temps aussi. Il ne faut pas se leurrer. Ouais. Bien, merci beaucoup. C'est un bon exemple, une belle illustration, je trouve, de où on en est, ce qu'on peut faire, la transformation des métiers, des usages, faire la ville de demain avec les données et peut-être un jour faire des villes de données et avec tous ces enjeux qu'on a identifiés et cet appel à chacun construire ses briques de manière interopérable pour rendre ce futur dont on peut un peu rêver pour les services qui ont été évoqués possible. Merci beaucoup à vous, merci à notre public en présentiel et à distance, mais une mention pour tous ceux qui sont présents et qui ont bravé la pluie et la situation de crise. On vous donne rendez-vous dans cette dernière journée du Festival Building Beyond ce soir en ligne ou ici même pour un événement, l'événement de clôture sur la ville durable. Merci beaucoup et à très bientôt.